Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette belle région toulousaine. Au programme, nous avons prévu de vous parler des nouveaux usages des fintech dans le mode post-Covid. Et vous allez voir que ces usages sont assez diversifiés dans cette belle région. Pour ce faire, il est à noter que cette période Covid aura accéléré l'évolution des usages en B2B, B2C, et on va le voir aussi des nouveaux modes de consommation avec des tendances qui se sont accélérées. Et ces changements ont été ici facilités par la digitalisation des entreprises qui ont amené les fintech que nous sommes à proposer des nouveaux services adaptés. Alors pour illustrer ces changements, nous allons avoir une table ronde avec 6 sociétés, 3 qui vont plutôt vous parler de changements finalement qui répondent à des problématiques de recherche de quête de sens, et d'autres entreprises amenant des solutions qui s'inscrivent dans la digitalisation des entreprises pour pouvoir y répondre. Alors pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir, et je vous les cite par ordre d'apparition. Vous aurez pour la table ronde Stéphane je l'appelle mal, excuse-moi, Jacubicine, c'est ça? Jacubizin, ben non, je le rate, excuse-moi Stéphane, directeur général et cofondateur de MyPangé. Alors MyPangé est éditeur de logiciels et leader du leasing e-commerce et permet aux marchands d'acquérir et de fidéliser des clients grâce au leasing, voilà, qui est très d'actualité. Ensuite, nous aurons le plaisir de continuer cette table ronde avec Rémi Demercement, qui est président-directeur général de Bancapar. Alors, Bancapar dispose également d'une plateforme qui offre un accès au crédit et aux investissements financés par l'ensemble des membres, voilà, dans les conditions de prêt et pour des projets qui sont définis par les réseaux. Donc, vous verrez, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et on terminera ce tour de table de cette nouvelle tendance, encore une fois, de quête de sens, par Mathilde Iclanzan, qui est directrice générale de WeSeed. WeSeed, c'est l'acteur de référence du crowdfunding en France, avec disposant également d'une plateforme. Alors, Mathilde aime à dire la seule non parisienne, est basée à Toulouse, spécialiste de l'investissement digital qui se positionne comme un tiers de confiance entre les particuliers qui souhaitent investir et des entreprises en recherche de financement dans différents secteurs. On vous décrira tout ça et vous verrez que ce sont vraiment des tendances lourdes qui amènent de plus en plus de clients et de sociétés en recherche de crowdfunding. Alors, je ne vais pas être poli, mais comme c'est pas ordre d'apparition, j'interviendrai également en tant que directeur général de l'IRA. L'IRA sécurise les paiements en e-commerce et en proximité. Voilà, aujourd'hui, on équipe à peu près 30% du marché français en termes de solutions e-commerce. Nous aurons le plaisir ensuite d'accueillir Alexandre Pérou, qui est Chief Digital Officer du groupe IRCAM. IRCAM, c'est une société de services qui accompagne les PME pour sécuriser et accélérer l'encaissement de leur chiffre d'affaires, qui dispose également d'une plateforme qui s'appelle IRCash, qui fait solution logicielle pour faciliter les paiements des factures B2B. Et on terminera ce tour de table par Pierre Dagrin, qui est président cofondateur d'Ubifact. Et Ubifact est également une plateforme d'échange de factures électroniques inter-entreprises à destination des TPE-PME, avec, on le verra, une actualité brûlante. Donc, sans plus attendre, avant d'enchaîner sur cette table ronde, je vais passer la parole à Mathilde et puis Pierre, qui vous feront un tour d'horizon de cette belle région qu'est Toulouse, de sa diversité et du monde des fintech à Toulouse. Mathilde. Donc, bonjour à tous. Au-delà de Toulouse, on avait donc défini juste une description de l'ensemble du territoire de l'Occitanie, qui va de Montpellier à Toulouse, et puis il y a 13 départements, c'est ça, aujourd'hui. 2 anciennes régions qui étaient Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Donc, juste pour qu'on ait un petit point sur le territoire, on est au 4e rang des régions françaises en termes de PIB, qui représente à peu près 158 milliards d'euros. On représente à peu près 6 millions d'habitants, avec une densité qui augmente chaque année, puisqu'on prend à peu près 50 000 habitants par an donc sur la région,
soit ce qui est l'équivalent d'une ville comme Narbonne, Saint-Cyprien ou Rodez. Et on a surtout une hausse qui est liée donc à 80% sur des migrations interrégionales. Mais l'excédent annuel, donc qui sont les décès et les naissances, en fait, contribuent aussi. Donc, les secteurs économiques majeurs de notre région et tous les secteurs d'avenir sont essentiellement tournés autour de la R&D et de l'innovation. On est notamment une très forte place avec 31 000 chercheurs, une vingtaine de clusters, beaucoup de réseaux d'entreprises, avec notamment le Business Innovation Center de Montpellier. On est la 3e région française pour les dépôts de brevets européens et on a 2 gros pôles universitaires majeurs que sont donc Toulouse et Montpellier, je l'ai cité tout à l'heure. Je ne ferai pas de secret en vous disant je ne trahis pas de secret en vous disant qu'on est la première région européenne de l'aéronautique et du spatial, notamment avec Airbus. Et autour d'Airbus gravitent 1200 sociétés. Voilà. Les autres secteurs d'activité qui sont prédominants donc, sont l'agroalimentaire, le bio. On est la première région en normes d'exploitation bio, les énergies renouvelables, le photovoltaïque et puis évidemment le tourisme, puisque l'on a une partie de mer et de Pyrénées et on est la 4e destination en France. Alors, on est surtout concerné en termes donc je le disais, les secteurs concernés par les technologies, puisqu'aujourd'hui c'est ce qui nous concerne, tournent autour de tout ce qui est Smart City, aérospatial, biotech et foodtech, pardon. Et en termes de technologie, on a beaucoup développé depuis 3 ans, donc tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle. Vous le savez, au niveau de l'Internet des objets, notamment avec l'IoT Valley, dans lequel nous sommes aujourd'hui à la Beige, et puis la robotique. Les entreprises majeures de la région, donc on a 5 sociétés qui sont au FT 120, que sont Sigfox, ILEC, Swile, Microfit et Kineis. Et puis les fintech majeurs de la région, donc on a essentiellement Swile qui notamment a annoncé la semaine dernière une levée de 175 millions. Voilà. Merci Mathilde. Alors peut-être un focus sur les fintech. Alors les fintech, bon, c'est le secteur du numérique. On a parlé des secteurs traditionnels. Il faut bien voir que la région s'est structurée avec 2 clusters conséquents et qui sont à la fois sur Montpellier et Toulouse, à savoir la mêlée numérique, qui est plutôt un cluster orienté start-up TPE, et Digital 113, plus institutionnel avec des entreprises de toute taille. Et ces 2 clusters sont développés sur l'ensemble de la région. Concernant les fintech, on a créé Occitanie Fintech en 2018 et on l'a créé au sein de Digital 113 comme étant une émanation sectorielle du numérique au sein du cluster Digital 113. Concernant la dynamique des startups technologiques de la région, la French Tech publie tous les trimestres un index des levées de fonds qui font apparaître un dynamisme intéressant de la région, mais cet index est un peu pas gonflé, mais donne une impression de dynamisme de l'ensemble du secteur, mais il y a eu 2 très grosses levées de fonds en 2019 et 2020. En 2019 en 2020 et 2021. En 2020 avec Kineis, qui est un acteur de l'Internet spatial, donc qui va mettre en orbite des grappes de satellites pour l'Internet des objets. Et puis cette année, Agronutris, qui est dans l'alimentation animale à travers la production d'insectes et qui vient de lever 100 millions d'euros. Dans ces grosses levées de fonds liées au fintech, Mathilde en a parlé, donc il y a Swile qui a annoncé la semaine dernière, il y a 15 jours, sa levée de fonds de 175 millions d'euros. Mais aussi, on a un dynamisme avec des startups beaucoup plus early stage, comme Risky sur Toulouse, qui est dans la surtech, ou Tipsy sur Montpellier, qui est lui plutôt sur la digitalisation du pourboire, avec une application tout à fait agile pour permettre la distribution du pourboire de manière digitale. Donc à Toulouse, le secteur numérique est dynamique. Nous essayons de donner de la visibilité à l'intérieur de ce secteur
au FinTech. Sont rassemblés aujourd'hui 6 exemples de développement d'usage dans les FinTech. J'espère que vous apprécierez la présentation que l'on en fera. Mais on pense que le développement va se poursuivre, sorti de cette pandémie. Nous avons, je pense, l'atout de l'ensemble du secteur, mais aussi des atouts plus précis liés à notre secteur de la finance, à savoir Toulouse School of Economics avec ses laboratoires de recherche et notamment son prix Nobel Jean Tirole, et puis un institut de l'intelligence artificielle, ANITI, qui est le 2e institut de rang national après celui de Paris-Saclay. Et je pense que l'intelligence artificielle est un domaine qui se développe dans les FinTech, et bien sûr, on espère en profiter pour développer notre cluster. Donc, vous êtes les bienvenus dans la région Occitanie, et notre cluster sera là pour vous accueillir avec grand plaisir. Je passe la parole à Boncapart. Donc, je passe la parole à Boncapart. Il faut que je me lève, du coup, Non, vas-y, parle. Voilà, tu vois. Voilà, on te voit normalement. Voilà, très bien. Tu as le micro pas loin là. Ah non, c'est Mike Panger, pardon, je me suis trompé, c'est Stéphane. Oui. C'est moi qui devais. Excusez-nous. La chorégraphie était bien. Maintenant, il faut l'appliquer. Donc, l'introduction de Pierre, c'était de dire qu'effectivement, il y a des personnes qui viennent d'autres régions et qui s'installent à Toulouse pour monter leur société. Donc, effectivement, je suis originaire du pays des mines de charbon et des pavés boueux. Un petit coucou au Nord-Pas-de-Calais. J'ai fini mes études de droit à Toulouse et j'y ai trouvé 2 choses. Ma femme, déjà, une Irlandaise, et également un dynamisme, comme on l'a évoqué, économique, qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier pour mon parcours professionnel. Et en 2014, j'ai cofondé avec Julien Guiraud une société qui s'appelle MyPanger, qui digitalise le leasing avec service. Donc aujourd'hui, c'est une société de 17 personnes qui est basée en cœur historique de Toulouse, dans le quartier des Carmes, pour ceux qui connaissent. Donc très, très joli quartier, agréable à vivre comme la ville et sa région. Et c'est vrai que pour rejoindre le thème, nous, dans le mode post-Covid, on a constaté 2 choses. La première, c'est vis-à-vis de nos partenaires B2B, qui sont des distributeurs, soit de la grande distribution ou des petits magasins de proximité. C'est une accélération dans le e-commerce. Donc ça n'a échappé à personne. Et donc, ce qui tombe bien chez MyPanger, c'est qu'on a un module qui se plug sur n'importe quel site de e-commerce. Donc, on fait partie des sociétés qui n'ont pas profité, mais qui, en tout cas, ont été dans la vague des mesures qui ont été prises pendant la période de Covid et à présent. Donc, ça, je dirais que ce n'est pas tellement un changement très fort, parce que c'était déjà dans les tuyaux des partenaires, mais en tout cas, c'est une accélération, en tout cas, de ce processus du e-commerce et de l'omnicanal. Là où on a été, je dirais, le changement qui a été le plus marquant, ça a été plutôt pour nos utilisateurs locataires qui sont aujourd'hui de plus en plus en quête de sens dans leur processus d'achat ou de souscription de location longue durée, de leasing avec service. Donc, ils recherchent toujours une mensualisation, ils recherchent toujours du confort dans la souscription et dans les services qu'on propose attachés aux produits. Mais on a de plus en plus une demande qui n'existait pas avant le Covid, qui est que devient le produit après la location longue durée. Donc, depuis le départ MyPanger, on est soucieux justement de ce travail sur la seconde vie, parce que ça fait partie, je dirais, du produit financier qui est le leasing. Mais le vrai changement aujourd'hui, c'est d'avoir des personnes qui nous demandent que devient le leasing. Et donc, aujourd'hui, on a remarqué que sur tous les dossiers, les programmes qu'on lance, quand on explique que devient le produit, comment est traité la seconde vie du produit, eh bien, on a un taux de souscription qui est beaucoup plus fort dès le départ. Donc, ça, je trouve que c'est très intéressant pour nous qui sommes dans le business, qui sommes là aussi pour répondre aux attentes des consommateurs. Eh bien, il y a cette tendance de quête de sens. Et je pense que cette quête de sens, on peut la retrouver aussi dans d'autres domaines, par exemple dans la RSE des entreprises. Et ça, je vais laisser Rémi en parler, parce que je crois que c'est le cœur du métier de Boncapart. Merci beaucoup Stéphane. La caméra va se mettre en automatique, c'est ça. Alors,
Je tiens le micro. Ouais. J'assume Voilà. l'effet scénique de tirer le micro pour être mieux. Les Ch'tis doivent aimer s'installer à Toulouse, parce que je suis moi-même d'origine du Nord-Pas-de-Calais. C'est amusant. Bancapar est une entreprise qui a été créée par Frédéric Honorat et dont j'ai pris la présidence il y a quelques mois. Frédéric l'a créée, j'étais associé à l'époque où tu parles de RSE, où je me suis intéressé au sujet de la RSE. Bancapar, son métier, c'est de fournir au réseau d'entreprises la capacité de gérer en interne leur propre trésorerie et leurs propres investissements, et donc de tracer et de créer une traçabilité importante des flux de trésorerie émis par chacun des membres du réseau, et donc choisir à partir de cette trésorerie les projets qui sont financés. Et en termes d'impact Covid, ce qu'on repère sur cette activité, et c'est en lien avec mon métier de la RSE, c'est que la question du sens de l'utilisation de l'argent est encore plus renforcée, et qu'un certain nombre de nos interlocuteurs, et c'est un nombre qui augmente, sont intéressés par le fait de pouvoir avoir une prise directe sur leurs investissements et sur l'utilité de leur trésorerie, et donc de s'assurer par cette prise directe de leur impact social, sociétal, environnemental. Au-delà des critères ESG, j'ai entendu que dans le débat précédent, il y avait une discussion sur le sujet de l'ESG. La demande qui émerge en ce moment, c'est d'avoir vraiment cette prise directe. C'est intéressant de se dire on va investir, on va placer l'argent auprès d'un organisme qui aura une bonne notation ESG. C'est encore plus intéressant pour un réseau de pouvoir affecter directement sa trésorerie au projet qui, dans le réseau, est intéressant et qui prend du sens. Voilà l'évolution qu'on a, c'est-à-dire qu'on avait une demande qui était très financière et de pouvoir aller chercher des marges en mutualisant la trésorerie plutôt que de la placer auprès de différents organismes bancaires et en facilitant l'accès au crédit. Et on a de plus en plus une demande, en plus de ça, de pouvoir avoir une vision directe du sens de la trésorerie, de l'utilisation de la trésorerie. Et dans cette logique-là, je passe la parole à Mathilde pour présenter l'impact chez WeSeed, qui est une plateforme qui elle-même a cette dimension d'investissement direct et de trace directe de la trésorerie. Je passe la parole à Mathilde. Tout à fait, on a en effet beaucoup de points communs, Rémi. Donc WeSeed, qui est donc tu as commencé en tout à l'heure à présenter WeSeed. On est donc la plateforme de référence, je ne vais pas dire la plateforme pionnière, parce que j'ai l'impression que ça nous vieillit. On est la plateforme de référence en France donc, du financement participatif. On a été créé à Toulouse sur l'initiative de Thierry Merciol et de Nicolas Serres. On a atteint les 310 millions d'euros collectés à ce matin. On en est tous très fiers. On est 40 collaborateurs. Et notre métier, donc, c'est de mettre en relation et d'être un tiers de confiance pour des entreprises qui ont besoin de financement, donc des entreprises des PME, des startups qui font de l'innovation et des acteurs du monde de l'immobilier, des opérateurs immobiliers. Et en face, donc, on propose à des investisseurs particuliers d'investir à partir de 100 € et de devenir soit actionnaire donc, de société, soit de prêter via des emprunts obligataires sur la plateforme. On a des processus qui sont intégralement digitalisés et on est une plateforme qui est agréée par l'ACPR, qui est la Banque de France en fait, et l'Autorité des marchés financiers. Et on est ce qu'on appelle prestataire de services d'investissement. Donc on a le plus haut niveau d'agrément en termes de vigilance donc vis-à-vis des régulateurs. Voilà. En quoi aujourd'hui le post-Covid, je dirais, mais d'une manière générale depuis ces dernières années, quels sont les constats que l'on fait? On a eu en 2020 plutôt une contraction en fait de l'attrait sur du crowdfunding là, pendant les périodes de confinement, et puis ensuite un redécollage qui a été assez incroyable, et cette année on fait plus de 40% de croissance. On a un nombre croissant très important d'investisseurs qui s'inscrivent tous les jours, d'investisseurs particuliers qui s'inscrivent tous les jours, et puis on a de plus en plus d'investisseurs professionnels aussi qui commencent à se dire que le crowdfunding, ça reste quand même, c'est un métier qui est intéressant et un secteur d'activité qui est intéressant aussi pour placer de l'argent dans l'économie réelle et obtenir des rendements importants. Puisqu'aujourd'hui, notamment sur les emprunts obligataires,
nous proposons des emprunts aux alentours de 9%, ce qui est quand même dans le très haut niveau des placements financiers aujourd'hui, évidemment qui comporte du risque, mais qui fait partie des très hauts niveaux de placements financiers. Donc voilà, on a de plus en plus d'investisseurs. Aujourd'hui, on a la chance de nous appuyer sur une communauté de près de 170 000 personnes, dont 40 000 personnes qui investissent chaque année de manière récurrente pour des tickets moyens qui sont aux alentours de 1 000 euros et qui investissent entre 8 et 10 fois par an. Donc voilà, et la grande nouveauté de cette année, donc si on revient par rapport aux nouveaux usages des fintech, WeSeed s'est converti en société à mission donc en tout début d'année et a inscrit dans ses statuts, conformément à ce que nous permettait la loi Pacte, en fait, d'écrire statutairement donc, la promesse qui est de fournir à la fois de la valeur ajoutée sociétale, de nous inscrire donc, dans une démarche aujourd'hui de ce qu'on appelle de scoring ESG, qui sont des scorings qui sont liés à l'environnement sociétal ou social et au mode de gouvernance des sociétés. Donc, dorénavant, nous scorons l'intégralité des projets que nous proposons aux investisseurs, donc particuliers ou professionnels. Et ça nous permet aussi donc d'affirmer aussi notre promesse donc d'allier rentabilité sociétale, valeur sociétale et rentabilité financière. Voilà. Le constat que l'on fait sur les investisseurs et leurs nouveaux usages, c'est qu'ils sont en recherche essentiellement de 3 critères. Donc, il y a une très forte désintermédiation aujourd'hui bancaire qui a commencé, ou des institutions financières d'une manière générale. Le crowdfunding permet aujourd'hui d'accélérer ce phénomène de désintermédiation. Et on constate que nos investisseurs sont surtout en recherche donc, de digitalisation. C'est la raison pour laquelle ils aiment être maîtres en fait, de leur investissement, que ça se passe uniquement de manière digitale et pouvoir le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont en recherche de proximité, c'est-à-dire qu'ils cherchent à comprendre les actifs dans lesquels ils investissent. Ils cherchent souvent à ce qu'ils soient en France. Et donc, c'est ce que nous permet le financement participatif, c'est-à-dire que quand vous placez votre épargne, vous savez que vous le placez dans un actif qui est en France, que ce soit une entreprise, donc par des parts sociales, ou dans un projet immobilier. Et le troisième point, c'est la transparence. Quand vous connectez sur une plateforme de financement participatif dans laquelle vous faites des placements, dans laquelle vous placez votre épargne dans l'économie réelle, vous avez accès à un certain nombre d'éléments, d'analyses que vous pouvez donc faire par vous-même. Vous pouvez poser des questions aux dirigeants, vous pouvez poser des questions aux analystes et ainsi, vous êtes libre de votre choix d'investissement. Et ça, c'est quelque chose donc, qui est très recherché, notamment par les investisseurs. Je prends la suite. Merci Mathilde. Donc, je vais faire un focus sur le métier qui me concerne le plus, là, qui est le métier de l'e-commerce, et peut-être, sans vous abreuver de chiffres, pour vous parler de l'évolution des paiements pendant cette période Covid. J'ai quelques statistiques qui sont intéressantes. Le paiement par carte au point de vente, donc là, on n'est pas sur la partie e-commerce, pendant cette période Covid, a subi des pertes compris entre moins 20 et moins 30% sur le retrait d'espèces, pas tellement surpris, également le chèque. Alors, ces pertes ont été compensées, en fait, par des paiements au point de vente qui se sont faits par carte de manière beaucoup plus fréquente et de manière encore plus fréquente, je dirais, et avec, là, cette fois, une augmentation de 40%, par les paiements sans contact. Alors, il est vrai qu'ils ont été aussi aidés par le relèvement du plafond à 50 €. Dans ces paiements en plafond, en paiement sans contact, qui ont été réalisés au point de vente, le paiement sans contact via le téléphone mobile, qu'on appelle souvent le portefeuille numérique, que vous pouvez trouver au travers de Paylib, au travers d'Apple Pay, là, par contre, a vu une augmentation de plus 135%. Voilà, là, on voit vraiment que l'effet sans contact et la dématérialisation a particulièrement œuvré dans cette période. Et d'ailleurs, dans tous les pays, si on regarde un peu les statistiques mondiales sur le sujet, on constate qu'on a une montée en charge du portefeuille numérique, globalement, qui sont Apple Pay, Google Pay, Paylib, PayPal, en contrepartie de la perte de vitesse de l'espèce. Voilà, c'est vraiment le portefeuille qui prend la contrepartie de l'espèce, sachant que la partie carte, elle reste à peu près stable. Alors, si je zoome plus particulièrement sur l'e-commerce, cette fois, pour la première fois, la quote-part de l'e-commerce par rapport à du paiement en e-commerce, je dirais, dans le commerce de détail, par rapport au nombre de paiements qui sont faits
en point de vente est passé au-dessus de la barre des 10%, avec plus de 13% en fait, de l'ensemble du commerce de détail qui s'est réalisé en e-commerce. Alors ce chiffre est assez exceptionnel parce qu'on a une croissance de plus de 4 points, 3,5 points, alors qu'il était plutôt de 0,7 points en moyenne tous les ans. Donc on voit qu'on a véritablement une accélération sur ce point, sur le commerce de détail. Plus globalement, tout secteur confondu cette fois dans l'e-commerce. Ce dernier est resté positif, mais avec un bilan qui est plus contrasté. C'est-à-dire qu'on a vu une croissance de 8,5%, alors que l'année dernière, il était de 12 et qu'on était habitué à des chiffres plutôt compris entre 12 et 15. Alors pourquoi ce bilan est plus contrasté? Parce que très clairement, on l'a vu, le commerce de détail a plutôt bien tiré son épingle du jeu, alors que des services comme la vente de services, la vente de voyages, de loisirs, on se doute, avec forcément le fait qu'en Covid, ce n'était plus possible d'en faire, ces ventes de voyages, de loisirs sur Internet, elles, par contre, sont tombées et de manière assez sensible. Alors, le top 5 en France, même s'il y a une bonne résistance vis-à-vis d'Amazon, néanmoins, il a progressé sensiblement en nombre de clients. Il y a plus d'un Français sur deux qui ont payé sur Amazon. Plus de 51% d'augmentation en nombre de clients. Pour la Fnac, plus 24%. Voilà. Donc, le top 5 s'est encore un petit peu plus renforcé. Voilà pour ce paysage, je dirais, l'évolution des moyens de paiement dans l'e-commerce pendant cette période Covid. Si je fais un aparté cette fois sur les commerçants qu'on a pu rencontrer et sur l'évolution des usages, il faut voir que les commerçants ont dû souvent dans l'urgence mettre en place des solutions d'e-commerce, et beaucoup de commerçants qui jusqu'alors faisaient du paiement de proximité. Et donc ces marchands se sont improvisés dans l'e-commerce pour survivre. On a vu fleurir beaucoup de click and collect qui s'est accéléré, bien sûr, mais aussi de manière un peu plus inédite, on va dire, des moyens de paiement qu'on a équipés, qui étaient plutôt des terminaux de paiement, par exemple sous Android, qu'on a équipés d'une app, ce qui permet de générer des ordres de paiement. Ça veut dire qu'avec le même terminal qui servait jusqu'alors uniquement à faire du paiement en carte de proximité, ils se sont mis à faire de l'e-commerce et à mettre un pied dans l'e-commerce au travers de ce type d'activité. Alors, on voit d'ailleurs qu'on commence à avoir une évolution. On ira demain, pourquoi pas, vers de l'encaissement sur un téléphone mobile qui va devenir le TPE de demain du commerçant. D'autres formes de paiement ont vu également leur essor. Alors, certains sont très conjoncturels, comme la dématérialisation des tickets restaurants qui s'est, je dirais, enfin accélérée dans les entreprises. On compte pas moins de 7 acteurs. Pierre parlait d'un champion sur la région. On compte pas moins de 7 acteurs aujourd'hui qui distribuent des tickets restaurants. On a vu également la dématérialisation des chèques vacances. Nous, typiquement, on a par exemple équipé des frigos dans les entreprises où vous payez de manière dématérialisée votre ticket restaurant et vous complétez par carte. Pourquoi ça s'est enfin accéléré ? Tout simplement parce que les CE, les RH, qui jusqu'alors mettaient un peu de temps, je dirais, à remettre à leurs salariés des tickets restaurants dématérialisés, ils ont été obligés de le faire parce qu'ils ne pouvaient plus remettre les tickets restaurants aux salariés qui n'étaient plus dans les locaux du fait du confinement. Voilà, donc là, très clairement, ça a eu un effet très accélérateur. Stéphane en parlait tout à l'heure, le paiement par abonnement dans une tendance RSE de paiement à l'usage voit également son essor, très clairement. Là, on l'a constaté dans les ventes qu'on a pu faire. Et puis, je dirais, si je reste toujours sur ces évolutions de tendance, je les trouve encore un peu faibles parce que je fais encore un peu trop la queue, je trouve, quand il faut aller payer au restaurant. Mais on sait nous interfacer avec des éditeurs qui proposent aujourd'hui du paiement par QR code. Le QR code, c'est complètement démocratisé, puisque tous les jours, vous devez montrer finalement votre passe sanitaire pour aller au cinéma ou dans un restaurant. Et le paiement par QR code, qui est très, très utilisé en Chine, avec des portefeuilles comme Alipay, WeChat, on commence à se démocratiser. Vous choisissez votre menu sur QR code et vous pouvez aller jusqu'au paiement. Voilà le type de solution aujourd'hui qu'on sait offrir et qui commence à se développer. Si je reste dans le domaine du QR code, pour l'anecdote, on voit d'ailleurs des sociétés qui commencent à travailler sur l'échange, je dirais, de cash contre un QR code pour aller payer sur Internet. C'est le type de pratique qu'on va voir arriver dans les dom-toms. Pourquoi pas en France ? Alors en France, pour qui ? Là, on est vraiment dans une démarche d'inclusion consistant en fait à pouvoir permettre à des personnes qui n'ont pas forcément
la possibilité d'avoir une carte bancaire, en fait, de pouvoir payer sur Internet et de ne pas être exclu du périmètre grandissant qu'on peut voir sur Internet. Voilà, alors j'ai parlé de nombreux facteurs finalement accélérants avec la dématérialisation liée au Covid, mais je vais passer la parole à Alexandre qui va vous parler, lui, justement, de ruptures dans la chaîne de paiement qui ont pu être amenées par cette dématérialisation. Merci Antoine. Complètement, c'est-à-dire que tu parlais aussi toi aussi de rupture quand tu évoquais justement les tickets restaurants qui ne pouvaient plus être remis aux salariés en entreprise, tout simplement parce qu'il n'y a plus personne sur place. Nous, effectivement, on a fait ce type de constat pendant la période Covid. Donc, juste pour rappel, le groupe IRCAM, même si Antoine l'a dit en introduction, accompagne les PME et les grands groupes dans la sécurisation et l'accélération de l'encaissement de leur chiffre d'affaires. Donc, très concrètement, on est une société de services, donc on met à disposition des équipes, des experts formés pour nos clients. Ces experts vont être assistés d'outils technologiques et les deux ensemble vont dérouler une stratégie de relance justement pour aller chercher le cash qui a été facturé mais qui n'a pas encore été encaissé. Donc nous, de par notre activité, on a été à un poste d'observation privilégié de ce qu'on appelle la digitalisation de la relation entre le client et le fournisseur. Donc ça fait un petit moment qu'on en parle. Elle s'est amorcée aussi il y a un certain nombre d'années avec sa vitesse, avec ses petites phases d'accélération. Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'avantages qui sont inhérents à cette digitalisation. Déjà pour le fournisseur, c'est évidemment beaucoup plus commode d'aller facturer en démat, parce que c'est la première commodité, c'est que c'est beaucoup moins cher. Plutôt que d'envoyer une facture papier, c'est quand même plus commode de mettre à disposition une facture électronique. Pour le paiement, c'est aussi beaucoup plus simple d'être payé en dématérialisé, notamment derrière pour tous les traitements comptables qui peuvent s'en suivre, par opposition évidemment au chèque. Pour le client, il y a aussi un certain nombre d'avantages. Un des premiers avantages, et je pense que Pierre en parlera aussi derrière, c'est d'éviter la saisie manuelle des bonnes vieilles factures papier. Voilà, là, on a quelque chose qui peut rentrer directement dans les systèmes, et ça, c'est un gain de temps, évidemment, qui est toujours appréciable. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on a des avantages côté fournisseur, on a des avantages côté client, on a une dynamique qui s'est enclenchée, mais néanmoins, qui ne va pas forcément à la vitesse qu'on pourrait attendre. Voilà, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat qui est fait, et la meilleure preuve, c'est de voir que les pouvoirs publics, en fait, ont dû s'emparer du sujet pour dicter un calendrier et accélérer un petit peu les choses à marche forcée. Voilà, donc ça prouve que tout n'est pas aussi simple, parce que malgré ces avantages, encore une fois, on n'avance pas à la vitesse désirée. Alors, pourquoi ? Parce que bon, ça vaut évidemment la peine de se poser la question. Tout d'abord parce que c'est un changement, et comme tout changement, ça va amener ses wagons derrière. Alors, dans les wagons, il va y avoir déjà des investissements, parce que quand on parle de passer de la facture papier à de la facture démat, ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'investissements, même s'ils ne sont pas énormes, il y a quand même des investissements à faire. Il y a aussi des changements organisationnels dans l'entreprise. Il va falloir accompagner les gens sur des nouvelles façons de faire, peut-être des métiers aussi qui vont évoluer. Voilà, donc tout ça, d'une certaine manière, ça peut gripper un petit peu cette machine. Donc, sur le papier, normalement, c'est une autoroute. Bon, après, dans les faits, la route est droite, mais la pente est forte. Voilà. Et le Covid, pour ça a été un tube à essai, je dirais, d'un point de vue business qui a été assez intéressant, parce que finalement, on s'est rendu compte que si la démat pouvait accélérer en fait les workflows, ce qu'on n'avait pas perçu jusqu'au Covid, c'est que tout ce qui est physique pouvait complètement rompre en fait le workflow. Voilà. Le premier exemple ultra simple, c'est quand on est un fournisseur et qu'on attend un chèque. Le chèque arrive, il arrive par la poste, et s'il n'y a personne sur place pour ouvrir l'enveloppe, le chèque il reste dans la boîte aux lettres. Voilà. De l'autre côté, pour le client qui va recevoir une facture papier, idem. À un moment, il faut bien quelqu'un qui ouvre cette enveloppe pour voir effectivement qu'il y a bien une facture à payer. Voilà, donc le confinement, finalement, a été, je dirais, un petit peu un révélateur de ce point de vue-là, en cassant finalement, en cassant ces cycles. Et puis les réactions derrière, ça a été variable en fonction du stade de chaque entreprise. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui avaient déjà franchi le pas
qui s'étaient complètement jetés à l'eau. Et je pense qu'ils ne se sont pas forcément rendus compte que c'était particulièrement agréable, mais je pense surtout que pour eux, ça a été transparent. Par contre, de l'autre côté, pour ceux qui étaient encore vraiment en format complètement physique, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était compliqué. Voilà, donc tout ça, ça a amené une nouvelle dynamique, ça a amené à une nouvelle prise de conscience. Et aujourd'hui, même si on est sorti, évidemment, en tout cas, j'espère, de ces périodes de confinement, clairement, je pense que le Covid a rebattu les cartes. C'est-à-dire qu'on a un changement de paradigme qui est là pour durer. Comme ça a été le cas, à mon avis, pour d'autres thématiques qu'on a pu évoquer, comme la quête de sens. Je pense que ce n'est pas quelque chose de conjoncturel. C'est quelque chose vraiment qui va changer, qui va s'ancrer et créer de nouvelles mœurs. Aujourd'hui, on voit que les équipes, par exemple, vont revenir sur site, vont avoir du plaisir à retrouver des interactions humaines, à refaire des réunions physiques avec les collègues. Voilà, mais moi, jusqu'à présent, j'ai encore entendu personne qui se disait « qu'est-ce que c'est bon de rouvrir à nouveau une enveloppe avec une facture à l'intérieur ». Voilà, je pense que ça, c'est pas des… Alors, je n'ai peut-être pas assez écouté. Donc, je vais Pardon? Tu n'as pas voulu, non? Ou j'ai pas voulu. Non, Voilà. Ceux qui reçoivent le chèque plutôt. Ah oui, alors, le gars. Voilà. Donc, je vais continuer à faire des efforts, effectivement. Mais non, mais bon, plus sérieusement, voilà, clairement, ça a permis de franchir un cap. On va passer à autre chose. Et c'est un nouveau niveau qui va être crampé. Donc, au sein du groupe IRCAM, donc nous, on est à la fois donc, des facilitateurs une fois que la facture a été émise. Évidemment, il y a, comme le disait Antoine, on a une facture aussi on a une plateforme qui permet la digitalisation, donc à l'émission directement des factures, tout comme Ubifact que Pierre va présenter. Et puis, ça sera l'occasion justement, sans doute pour Pierre qui est évidemment très, très au quotidien dans toutes ces problématiques, d'évoquer comment de nouveaux workflows justement peuvent s'enchaîner à partir de l'initiation d'une facture digitalisée. Super. Merci Alexandre pour cette introduction. Ubifact rend la facture ubiquitaire. Donc ubiquitaire, ça veut dire que le client et le fournisseur, l'acheteur et le vendeur voient la même facture. Et c'est le gage pour que cette facture soit unique et bien agréée au niveau fiscal. Donc en fait, Ubifact se doit être une plateforme qui permet aux clients et fournisseurs d'échanger leurs factures, et elle est très orientée TPE-PME, parce que c'est là en fait que réside le problème de l'évolution de la facture électronique. Et pas que TPE-PME, ou TPE-PME parce que les grandes entreprises qui sont organisées travaillent avec les TPE-PME, et comme le disait Alexandre, le fait de recevoir une petite partie de factures papier, je parlais d'échec, mais là, les factures papier, c'est la rupture de chaîne qui grippe leur service achat, puisqu'il y a toute une partie des factures qui représentent 90% des achats qui est digitalisée, mais il reste ce 10% qui est le petit caillou dans la chaussure et qui freine complètement la productivité du service achat. Donc, c'est à ça que sert Ubifact, c'est de permettre à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, grâce à une plateforme en mode SaaS, de pouvoir passer à la facture électronique. Alors, je le rappelle, la facture électronique, ce n'est pas un PDF envoyé par mail. Ça, c'est en fait, ça n'existe pas fiscalement. Ce qui existe, c'est la facture papier envoyée par la poste ou de l'EDI transmis par un système point à point ou du PDF signé RGS 2 étoiles ou de maintenant la facture X, qui est une norme franco-allemande. Donc, il faut permettre à l'ensemble des TPE-PME de pouvoir passer justement à cette facture électronique reconnue fiscalement. Notre plateforme, elle n'est pas seulement un outil qui permet de faire de la facture électronique, mais aussi, et c'est là où se jouera demain la concurrence entre les différentes plateformes, et ça j'en parlais tout à l'heure, sur l'évolution de la réglementation, c'est d'offrir des usages aux entreprises. Donc à l'émission de la facture, il faut bien entendu que la plateforme assure toute la sécurité fiscale,
que ce soit dans le process lui-même qui est reconnu fiscalement, mais également le contrôle que la facture qui est envoyée, elle reprend bien les 16 points obligatoires que doit revêtir une facture. Au niveau de la réception, là, l'objectif, c'est que les usages proposés par la plateforme permettent des gains de productivité à travers, bien sûr, les API qu'on développe avec les différents outils de gestion, avec les différents éditeurs d'outils comptables, pour que la facture s'intègre de manière automatique dans le système comptable de l'entreprise, sans avoir à recevoir la facture. C'est là qu'est tout l'enjeu en fait de la facture électronique, c'est de permettre justement un automatisme de la réception à l'enregistrement comptable et à tout traitement comptable de la facture ensuite. Et c'est vrai que l'abandon du chèque permettra des lettrages beaucoup plus rapides. Ensuite, il y a bien sûr l'intégration de services de paiement, et l'IRA est une solution que nous adoptons sur la plateforme. Il y a également des solutions d'affacturage sur lesquelles nous réfléchissons, parce qu'en fait, on peut faire du factoring, mais même du reverse factoring qui peut être utile pour la trésorerie de certaines entreprises. Et puis après, il y a des process de gestion des litiges qui peuvent être intégrés et accélérés, ce qui permet de pouvoir sécuriser le règlement de la facture. Aujourd'hui, la facture électronique vit un grand changement. En effet, la loi de finances 2020, dans son article 153, a donné le planning de passage à la facture électronique en France. Et alors, bien sûr, c'est le Code général des impôts qui s'occupe de ça, c'est très important, puisque la facture représente, en supportant la TVA, le quart du budget de l'État. Donc, l'État ne peut pas rigoler avec la facture. Et c'est pour ça, justement, qu'il veut passer à la facture électronique, pour pouvoir sécuriser ce budget qui est déterminant. Donc, le planning avait été fixé du passage à la facture électronique, toutes les entreprises à partir du 1er janvier 2023, puis progressivement selon la taille d'entreprise. Et depuis une ordonnance du 15 septembre 2021, donc il y a à peine un mois, le planning a été revu, parce que visiblement, on n'était pas prêt, et il a été reporté au 1er juillet 2024. Le schéma qui est proposé, c'est de créer un portail public de facturation sur lequel les entreprises pourront éventuellement se connecter directement. Et ce portail va récupérer les données et la facture originelle, la vraie facture, elle sera sur ce portail. Du coup, elle pourra reporter la TVA à l'administration. Mais il est également prévu, parce que en France, quand même, dans un pays où la concurrence est ouverte, de permettre la création de plateformes de dématérialisation partenaires du portail public de facturation qui pourront permettre d'offrir aux entreprises de dématérialiser leurs factures. Donc, pareil, les entreprises donnent les données qui seront normées et la facture, elle sera sur ce portail et transmettra les données à l'acheteur pour qu'il puisse régler la facture. Et la plateforme partenaire transmettra les données à la plateforme publique. Voilà le schéma qui est proposé. Et donc, la concurrence entre les différentes plateformes partenaires sera bien entendu sur les usages, puisque le service de base sera le même et la garantie sera la même, puisque en fait, ces plateformes seront inscrites auprès de l'administration fiscale et agréées par l'administration fiscale. Voilà l'évolution du BIFACT, passer d'une solution d'usage pour permettre aux entreprises de gagner en productivité dans leurs services vente et achat à l'intégration du grand mouvement, même de la révolution qui va se passer en France, avec l'avènement, une fois pour toutes, de la facture électronique et de la vraie facture électronique. Merci Pierre. Voilà qui clôture notre table ronde. Donc j'espère que voilà, vous avez pu apprécier les différents services que les fintechs présentes en Occitanie savent apporter. Donc ont su, vous l'avez vu, s'adapter aussi au contexte du Covid, à l'évolution de ces tendances. Voilà, Occitanie, où bien évidemment, là on s'adresse à un forum
de nombreuses entreprises qui, pour certaines, sont dans Finance Innovation. Si venir en région toulousaine vous tente, comme on le disait en tout départ, surtout n'hésitez pas. Mais il y a des voilà, j'espère qu'il y a un petit problème de connexion. C'est revenu. Ça doit... Ah, c'est revenu, voilà. Il y a des vrais champions dans cette